Ce soir, donc, je suis très heureux d'inviter Anne Longuet, qui va nous parler de ses parents extraordinaires, et puis de sa famille en général. Hein. Et puis, elle a apporté des livres qu'elle pourra vous dédicacer à la fin, si vous le voulez. Voilà, alors je te passe la parole, à toi. Merci beaucoup. Je suis très heureuse aussi de répondre à l'invitation d'André et de l'équipe de ces soirées d'ailleurs, qui m'a proposé il y a déjà quelques mois de faire cette conférence. Et c'est vrai que c'est un plaisir de vous inviter. Alors cette fois-ci pas dans un voyage, enfin si, c'est un voyage, mais un voyage en sculpture, dans l'histoire de la sculpture. Et ce qui est effectivement, on est toujours marqué par ses parents, mais avoir deux parents sculpteurs, forcément ça marque de toutes les manières. Moi je croyais quand j'étais petite que France Culture c'était France Sculpture. Je pensais que la culture c'était forcément en 3 dimensions. Et ce qui est intéressant pour vous, c'est que ce couple, au fond, illustre un peu l'aventure de l'histoire de la sculpture du XXe siècle, dans toutes ses transformations, et il y en a des transformations, étant donné que ces deux générations, mon père est né en 1904, ma mère en 22, donc il y avait presque 18 ans de différence entre les deux, et c'est aussi deux périodes différentes de début pour l'un et pour l'autre, puisque l'un commence après la Première Guerre et l'autre après la Seconde. Donc c'est évidemment deux climats qui sont complètement différents. Alors, je vous propose, alors là vous les voyez chacun dans leur atelier, mais on va y revenir tout à l'heure. Je vous propose peut-être pour commencer tout de suite deux œuvres, enfin une œuvre de chacun pour vous mettre un peu dans l'ambiance et vous montrer de quelle manière c'est effectivement deux univers qui sont complètement différents a priori. Donc sur votre gauche, vous voyez une forêt de 52 de Simone Boisec. Et ce qui est très frappant, alors elle commence là vraiment, elle s'est lancée à partir de 48. C'est une œuvre qui s'appelle La Forêt, mais qui, comme vous le voyez, est quand même très singulière. Elle est à la fois très inspirée, mais je vais revenir après sur sa biographie, à la fois par les paysages qu'elle a vus à Alger, où elle est née, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 22-23 ans, et les calvaires bretons, et elle s'en est rendue compte rétroactivement que finalement il y avait énormément de croix dans ces sculptures de cette époque-là, et effectivement c'est vrai que cette forêt a un peu une allure de calvaire complètement revisité évidemment, peut-être revisité une sorte de calvaire breton africain, pourrait-on dire, puisque ça croise à la fois les deux influences qui ont été celles des paysages qu'elle a connus dans son enfance, puisque son père, je vais en parler tout à l'heure, était un breton militant de sa Bretagne, emmenait la famille, elle était à Vannes, près de Vannes, dans le golfe du Morbihan, où était toute la famille paternelle. Et puis, donc, vous voyez cette sculpture qui est vraiment immédiatement dans une certaine modernité, mais aussi, et on le verra tout à l'heure, très inspirée par quelque chose qui a à voir à la fois avec les arts premiers et avec les arts populaires. J'en reparlerai tout à l'heure. Et à côté, vous voyez un couple de mon père. Alors ça, c'est aussi une pièce très intéressante. Il a tout un parcours en fait plutôt classique, je vais y revenir tout à l'heure, mais il y a une sorte de rupture dans l'immédiate après-guerre qui est liée à deux choses. D'une part, probablement à sa visite dans l'atelier de Brancusi, où il va découvrir une œuvre qui s'autorise d'elle-même et qui se passe de modèle, et où tout à coup, ma mère disait en parlant de cette visite dans l'atelier de Brancusi que c'était comme si des murs s'étaient abattus et que tout à coup il avait une sorte de révélation sur ce que pouvait être une œuvre qui s'autorise d'elle-même. Et
Et puis l'autre influence sûrement qui l'a beaucoup bousculé, c'est ma mère, hein, très probablement. Mais donc ce couple, il est très intéressant parce que figurez-vous, il a l'air comme ça monumental, mais la question du monumental n'a rien à voir avec les centimètres. Il peut y avoir des sculptures toutes petites qui sont monumentales et puis des sculptures de 15 mètres qui sont ridiculement petites. C'est un silex de 14 cm qui lui a été inspiré donc... qu'il a dû faire peu de temps après sa visite à Brancusi. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit l'idée de Brancusi, c'était d'être vraiment à l'écoute de la matière, de considérer le matériau, puisque c'était quand même essentiellement un tailleur. Vous savez que dans la sculpture, il y a le modelage et puis la taille directe. Le modelage, c'est à partir de la terre. Et la taille directe, c'est à partir de matériaux plus durs, donc tous les matériaux possibles, le bois, le marbre, la pierre, etc. Et donc ici, en l'occurrence, c'est un silex. Et ce que disait Brancusi, c'était donc qu'il fallait suivre le fil de la matière ou du matériau. Et là, on voit très bien comment l'idée du couple, c'est-à-dire de ces deux présences, l'une en appui sur l'autre, très subtilement évoquée, lui a été au fond inspirée par cette ligne, cette anfractuosité de la pierre elle-même, du silex, qu'il a bien sûr souligné et qui ensuite lui a donné cette idée du couple. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de ce silex, il a fait une sculpture d'1 mètre en plomb, et puis ensuite une sculpture de 1,80 m qui a été en granit, qui lui a été commandée par Jean Cassou, qui était le directeur du musée d'art de l'après-guerre. Donc voilà, je voulais vous montrer tout de suite pour vous montrer, donc elles sont contemporaines, ces deux sculptures de début des années 50, et vous voyez à quel point l'un est en chemin vers autre chose et vient d'ailleurs, et l'autre est immédiatement dans son langage un peu sauvage. D'ailleurs, on a parlé de sa première période comme la période sauvage, mais vous allez en savoir plus dans quelques instants. Alors, comme André tenait beaucoup à ce qu'il y ait un contexte familial aussi, et c'est vrai qu'il y a une histoire de la famille qui est assez riche, il faut bien le dire, même si, alors je prends tout de suite des tas de précautions, même si mon père, puisque vous allez voir qu'en l'occurrence c'était effectivement un nom qui a du poids dans l'histoire mondiale, et l'histoire de la pensée, l'histoire politique, mon père évidemment voulait avant tout être considéré comme un sculpteur et ne mettait pas du tout en avant ses origines familiales, même si dans sa jeunesse, et pour des raisons évidemment évidentes que vous allez comprendre très vite, il était dans une certaine tradition et dans l'idée de sa galerie des grands hommes, vous allez le voir. Alors, je commence donc je refais le contexte familial de mon père. Alors, le contexte familial, il est le suivant. Charles Longuet, que vous voyez là, qui est né en 1839, qui est donc son grand-père, est un bon bourgeois d'une famille plutôt monarchiste d'ailleurs de Caen. Il va venir faire ses études à Paris, et il va devenir très tôt, et comme une grande partie de la jeunesse de cette époque-là, opposant du Second Empire. Et non seulement il va être un opposant au Second Empire, mais il va diriger un journal qui s'appelle La Rive Gauche, dans lequel écrit également Clémenceau, qui est un de ses camarades, parce qu'il faut bien ne pas oublier que Clémenceau a eu des débuts d'extrême gauche. Donc Clémenceau, dans sa jeunesse, était un agitateur du quartier latin, et donc il écrit avec Longuet dans ce journal qui s'appelle La Rive Gauche et qui est l'organe des étudiants du quartier latin. Il est, comme beaucoup je dirais socialistes entre guillemets de l'époque, ou en tout cas de cette partie du monde étudiant de l'époque, très proche de Blanqui et de Proudhon, ce qui d'ailleurs agacera beaucoup Marx,
qui va devenir son beau-père. Je vais vous en dire tout de suite un mot. Parce que Marx, évidemment, considérait que Proudhon, c'était pas du tout la ligne qu'il fallait défendre, puisque la ligne qu'il fallait défendre, c'était la sienne. Et aux philosophies de la misère de Proudhon, il a répondu par un misère de la philosophie qui était évidemment plein de condescendance et de critique. Et il a toujours considéré que Longuet était finalement resté un peu proudhonien. Alors, je continue. Longuet, donc, il est officier de la garde républicaine pendant le siège de Paris en 70-71. Ensuite, il va s'engager, c'est tout à fait logique, dans la Commune de Paris. Il va y participer de manière très active et il va, comme quand même quelques communards qui ont réussi à échapper soit à la semaine sanglante, soit à la déportation, comme Louise Michel en Nouvelle-Calédonie, il va se réfugier à Londres, où en fait la plupart des communards se réfugiaient à Londres parce que c'est là que se trouvaient Marx, Engels et surtout l'international, l'Association internationale des travailleurs. J'ai omis de dire aussi une chose, c'est que dans son organe, la Rive gauche, il publiait déjà des textes de cette assemblée, de cette Association internationale des travailleurs. Donc il était déjà en rapport avec Londres. Donc il arrive à Londres en 71 et il va séduire la fille aînée de Marx, qui est Jenny, que vous voyez sur la photo, et ils vont se marier. Et ils vont rester, en fait, je crois qu'il va être répétiteur à Oxford, ils vont rester jusqu'en 80, puisque l'amnistie pour les communards n'a eu lieu qu'en 80. Donc il reste à Londres jusqu'en 80, et ensuite il est de retour à Paris, après la loi d'amnistie, et il va continuer à militer dans ce qu'on appelait la gauche radicale à ce moment-là. Il va être le collaborateur de Clémenceau dans son journal La Justice. Donc à ce moment-là, c'est Clémenceau qui dirige ce journal. Et puis, il va traduire un certain nombre de textes de Marx, donc notamment le texte de Marx sur la Commune de Paris, et ce texte plus théorique sur le capital, et donc qui s'appelle Salaire, prix, profit. Ce que je voudrais dire quand même, parce que je me rends compte qu'on est quand même très injuste, mais ça c'est toute l'histoire du 19e siècle, c'est le 19e siècle qui a été très injuste avec les femmes. Jenny, comme d'ailleurs les deux autres filles de Marx, étaient des personnages extrêmement engagés, extrêmement cultivés aussi, qui écrivaient souvent des textes sous des pseudos masculins, dans des journaux divers. Et c'est Jenny, dont Marx disait, comme Flaubert de Madame Bovary, Jenny c'est moi, et je crois qu'effectivement c'était la fille aînée, mais c'était la fille probablement avec laquelle il avait le plus d'échanges. Jenny a eu une activité extrêmement intense jusqu'au moment où elle s'est mariée. Là, elle a eu 5 enfants, et puis elle est morte très jeune, elle est morte à 39 ans, en 83, et en réalité, elle n'a probablement pas eu la possibilité d'avoir l'activité qu'elle a eue avant d'avoir ses enfants, et je crois que la fin de sa vie, où elle était un peu enfermée dans sa maternité avec ses... Donc il y en a un qui est mort à l'âge de 5 ans et qui a été enterré d'ailleurs dans la tombe de Marx et de sa femme à Londres, mais ensuite elle avait ses 4 enfants et elle était finalement beaucoup moins libre que Charles Longuet, qui lui continuait à aller à Paris, parce que je crois qu'ils étaient dans une banlieue de Paris, qui était à l'époque la campagne. Elle avait probablement un sentiment d'exil assez terrible. Et puis, c'était une londonienne, donc je pense que pour elle, ça a été aussi assez difficile. Toujours est-il que je me dis parfois que ces traductions, qui ont paru évidemment après sa mort, puisqu'elle est morte en 83, mais que peut-être qu'elle avait mis la main à ces traductions avec son mari. Je vais maintenant arriver au fils. Donc,
Le fils aîné, c'est Jean, c'est le père de Karl, donc de Karl Jean Longuet, de mon père. Il est une figure en fait assez importante, enfin même assez centrale de la SFIO. Alors lui, c'est intéressant, c'est le fils aîné, il a 7 ans à la mort de sa mère. Il va venir à Paris faire ses études de droit. Et en réalité, il va très rapidement s'engager, donc il est né en 1976, il va s'engager au moment de l'affaire Dreyfus. L'affaire Dreyfus, ça a été un moment absolument décisif dans l'histoire, évidemment, de France et dans l'histoire intellectuelle, comme vous le savez, puisque c'est un peu le moment du début de ce qu'on a appelé, avec ce J'accuse de Zola, le début d'une intervention des écrivains dans la vie politique. Il y en avait eu bien sûr auparavant, mais là ça se formalise de manière très moderne. Et donc Jean va à la fois s'engager très fortement au moment de l'affaire Dreyfus, et il va aussi être rapidement très proche, très impressionné et ensuite très proche de Jean Jaurès. Et ces deux, alors c'est intéressant parce qu'au fond, il a presque été plus jauréciste que marxiste, et au fond, Jaurès a eu pour lui une importance absolument indéniable. Donc, il est très proche de Jaurès. Alors, je vais montrer peut-être après, et je reviendrai sur cette photo. Là, vous le voyez, place de la Concorde, entouré de socialistes anglais. Ils sont tous très élégants. Et donc, il est même présent au moment de l'assassinat de Jaurès au Café du Croissant, et il est en réalité sur les mêmes positions que Jaurès concernant la guerre, c'est-à-dire qu'il est évidemment contre la guerre, et il va défendre à l'Assemblée nationale. Donc là, vous voyez sur le petit carton, il a été élu député en 14, député de la Seine. Donc il siège à l'Assemblée nationale. Là, le carton est amusant parce que Anatole France, qui était un ami de son père, est venu, et on voit comment on fêtait dans des grands banquets populaires ces victoires qui évidemment étaient très importantes. Et donc il va, ça c'est important, il va être au moment de la guerre à la tête de ce qu'on a appelé, et ça c'est quelque chose qui n'est pas très connu, le mouvement des minoritaires à l'Assemblée nationale, qui représentait en fait ceux qui étaient sur les positions de Jaurès et qui au départ étaient contre la guerre et avaient tenu à rencontrer encore de manière internationale tous ceux qui étaient contre la guerre, c'est-à-dire les Allemands, les Autrichiens, etc. Donc avaient maintenu quelque chose de cette position-là, pacifiste, donc bien sûr au départ. Il va être évidemment terriblement attaqué pendant toute la guerre. Il recevra des lettres anonymes et des menaces de mort, parce qu'évidemment on considérait cette position comme plus tenable au moment où tout le monde où le nationalisme avait pris le dessus sur ces positions de Jaurès. Et à la fin de la guerre, au moment des débats qu'il va y avoir à l'Assemblée nationale autour du traité de Versailles, il va prononcer un discours, et c'est ce qui est publié dans ce texte-là, qui vient d'être publié par Gilles Flandard, qui est le président des études jaurétiennes, tout récemment, donc les principes de la paix. Il va, au fond, prononcer un discours extrêmement prémonitoire sur les conséquences du traité de Versailles, en disant que si on signe ce traité de Versailles, on va vers une deuxième guerre mondiale. Et c'est très intéressant parce que ce discours, qui est sans arrêt entrecoupé bien sûr par beaucoup de députés très nationalistes et très remontés qui le traitent de tous les noms, on voit à quel point il est extrêmement clairvoyant sur les conséquences que évidemment ce traité de Versailles allait avoir. Donc ce texte qu'on vient de republier est vraiment très intéressant, et également d'autres textes
sur cette époque. Et je dirais que ce qui a caractérisé un peu sa position, c'est qu'il a toujours été un peu minoritaire, mais minoritaire et clairvoyant, comme souvent on l'est quand on est seul à voir des éléments, et vous allez voir de quelle manière dans la situation suivante. Donc, il est fondateur et directeur du journal Le Populaire, donc là vous en avez un exemplaire, alors notamment ici l'article que j'ai choisi, mais enfin qui est coupé, c'est celui qu'il a écrit au moment de la mort de Karl Liebknecht et Rosa Luxembourg, qui venaient d'être assassinés en 19 après cette tentative de révolution que les Allemands avaient fait immédiatement dans la foulée, si on peut dire, de la révolution russe. Donc il est à la fois journaliste, avocat, et toujours une figure politique importante de la SFIO, et il va être une figure centrale, alors ici on le voit avec, vous voyez Blum derrière, enfin vous voyez là les différents personnages. Là on se rapproche du congrès de Tours qui a lieu en 1920 et qui, comme vous le savez, prend acte de la scission entre le Parti socialiste et le Parti communiste. C'est en fait la création du Parti communiste. Et ce qui va provoquer cette scission, c'est en réalité enfin, l'affaire est très complexe, mais il y a eu donc la révolution russe. Une partie du Parti socialiste la salue comme quelque chose d'important évidemment dans l'histoire du socialisme. Longuet en fait partie. On sait que Blum est beaucoup plus réservé évidemment sur les conséquences de la révolution. Et puis il y a la position de Cachin qui va devenir qui va prendre la tête du Parti communiste. Donc il y a au fond, au moment de ce congrès de Tours, trois motions. Il y a la motion Blum, qui est plutôt, on dirait, la droite. La motion Longuet, qui est la motion centriste, qui à la fois prend acte de cette révolution russe et qui en même temps, et c'est là où je pense qu'il a toujours été effectivement dans une position minoritaire, refuse d'être inféodé à Moscou, voit parfaitement de quelle manière Moscou va déjà vouloir jouer un rôle par rapport à la France et aux militants français. Donc il ne va pas vouloir être sous cette coupe, si je puis dire. Et puis la position de Cachin, qui évidemment est complètement bolchevique. Et donc le congrès a lieu, il se termine par la scission, mais ce qui est intéressant aussi, puis je vais m'arrêter parce qu'ensuite on va arriver à la sculpture, ce qui est intéressant, c'est que je pense qu'il y a eu un acharnement véritablement contre Longuet. Il y a eu un télégramme de Zinoviev et de Trotsky pour dire que c'était un traître absolu, et en réalité, on voit bien que l'enjeu, c'était aussi le nom de Marx, c'est-à-dire que c'était insupportable de se dire que le petit-fils de Marx ne soit pas immédiatement d'accord avec les bolcheviks et avec cette position-là. Et donc il y a eu un acharnement évidemment particulier. Je pense que ça a été un coup très, très dur, effectivement, pour Longuet. Alors, ensuite, il va faire une tournée, une série, il va être invité aux États-Unis, il va faire une série de conférences. Là, la photo qu'on voit sur la couverture de la publication que les Archives nationales, où on a déposé toutes ces archives, tout son fonds, a choisi, c'est donc la photo de son arrivée à New York. Donc il va faire une série de conférences et toute une tournée aux États-Unis. Et peu après, donc dès les années 30, son activité politique est intense, à la fois comme journaliste, comme avocat,
et aussi comme maire à Châtenay-Malabry, où il va rester jusqu'à sa mort, donc il va être maire, et là j'en parlerai aussi tout à l'heure, parce que c'est intéressant l'activité qu'il a eue comme maire et le rapport à la culture. Mais ce qui le caractérise, c'est que dès 1933, il a tout de suite évidemment vu ce qui se passait en Europe, d'autant qu'il a été l'avocat de réfugiés très rapidement socialistes allemands et autrichiens, donc il savait immédiatement ce qui se passait en Allemagne et en Autriche. Et puis ensuite, les réfugiés républicains espagnols, parce qu'il entrevoit, et là aussi je pense qu'il était assez clairvoyant, il entrevoit dans la guerre d'Espagne non seulement une répétition d'une guerre mondiale possible, mais surtout le cœur de ce qui se prépare. Et cette position qu'il a eue tout de suite pour l'intervention en Espagne contre le Front populaire, parce qu'il faut bien dire que Blum n'a pas voulu de cette intervention en Espagne, ça a été aussi une grande scission et douleur aussi pour lui de constater que finalement il y avait toute une partie des socialistes qui n'étaient pas qui n'avaient pas cette position qui lui paraissait absolument déterminante. Il va organiser à Châtenay une projection d'un film de Buñuel en 1937, donc c'est assez amusant, et il meurt brutalement d'un accident de voiture en Savoie en 1938. Alors, j'en arrive à ce qui nous intéresse, mais c'était l'arrière-plan, donc c'est aussi important de le situer, à Karl. Alors, Jean a épousé une militante et féministe qui s'appelle Anita Devaux, qu'il a rencontrée en 1900, et la famille est d'abord installée rue Boulard. Alors là, je fais un petit clin d'œil à une amie qui, Cité Boulard, qui a longtemps été tout à fait en appui sur cette cité juste à côté. Cité Boulard, et puis Karl va avoir un terrible accident de chemin de fer où il va perdre sa grand-mère maternelle, et de santé fragile, la famille décide de l'installer et de s'installer plus près de Paris, avec un air meilleur, et donc il décide de s'installer à Châtenay-Malabry. Et à Châtenay-Malabry, l'atmosphère familiale est intéressante parce que c'est vraiment une atmosphère d'intellectuels engagés avec une très grande curiosité pour les arts et la littérature. La maison accueille non seulement les figures militantes de toute l'Europe du fait de l'activité de Longuet, mais aussi Anatole France, Romain Rolland, Bernard Shaw, que je vais vous montrer tout de suite. Bernard Shaw ici, dont mon père va faire une médaille bien plus tard pour la Monnaie de Paris. Le jeune Louis Guilloux, qui a habité l'écrivain qui, venant de Bretagne, a écrit à Jean Longuet, il était lui-même socialiste à l'époque, s'il pouvait, enfin lui a demandé comment s'installer à Paris, et Jean Longuet l'a hébergé pendant 3 mois à Châtenay, ce qui était, je trouve, très, très, très sympathique. Et puis Jean Paulhan, alors Jean Paulhan, ça c'est très intéressant, il habitait aussi à Châtenay, et il est devenu l'adjoint à la culture de Jean Longuet à Châtenay. Il a créé une université populaire où il y avait régulièrement des conférences, où il invitait des écrivains à présenter leurs œuvres. Et ça, c'est quelque chose qui a été vraiment très intéressant dans ce travail que Jean Longuet a fait autour de la culture. Karl, donc, je reviens en arrière, montre de grandes dispositions pour toutes sortes je dirais, d'activités artistiques, la déclamation, je crois qu'il a un prix de déclamation à 10 ans, le chant, il chantait beaucoup, et le dessin. Son père lui fait notamment découvrir Rembrandt, qu'il vénère, qui était son dieu, mais pas seulement les peintres de la tradition, Rembrandt, mais aussi Daumier et Steinlen, qu'il collectionne.
Il emmène très souvent son fils au théâtre et même à l'opéra. Et c'est amusant, il est l'avocat de Chaliapine, qui était une superbe baryton basse, et mon père me disait qu'il l'avait entendu en concert et avait été très impressionné par cette voix. Alors, il est au lycée Lacanal, bien sûr, quand on est à Châtenay, on va au lycée Lacanal, en 14, et en 14, au lycée, on le traite de quart de boche. C'était pas quart de boche, c'était huitième de boche, mais évidemment, le fait que son père soit cette figure à la tête des minoritaires à l'Assemblée nationale jouait évidemment un rôle important dans cette position. Alors, les débuts, maintenant, début et formation. Alors, il commence par être caricaturiste. Bon, c'est un épisode qui ne va pas durer très longtemps, et il va rentrer en 1926 aux Arts décoratifs, dans l'atelier de Paul Nicklaus, en même temps que Hdu, donc le sculpteur Hdu. Et puis l'année suivante, il va passer à l'école des Beaux-Arts, où là il va rester 2 ans dans l'atelier de Jean Boucher. Et ce que vous voyez ici, c'est d'une part son premier autoportrait. Ah oui, alors j'ai oublié tout à l'heure, pardon, je reviens là. Oui, il dessine déjà adolescent, donc ça c'est une peinture qu'il fait très jeune. Vraiment, il a 13-14 ans et il a déjà énormément de plaisir à dessiner, mais ça n'est pas encore la sculpture. Alors, ici, c'est un premier autoportrait. Et à côté, c'est probablement le premier buste qu'il a dû faire d'un de ses camarades d'atelier aux Beaux-Arts. Et évidemment, c'est un buste qui est très sensible, mais en même temps encore très, très classique. Alors, autre œuvre de la toute jeunesse, Anna de Noailles, qui était elle aussi, que Jean Longuet avait connue au moment de l'affaire Dreyfus, très engagée, et qui était une grande coquette, comme vous le voyez, qui lui avait envoyé une photo en disant, je vais vous lire parce que c'était pas très lisible, « Ceci peut vous servir aussi, cher ami, mais Dieu merci, je n'ai pas ce nez-là, la main est exacte. » Je ne sais pas si elle a été contente du nez que mon père lui a fait, mais en tout cas, c'est un des premiers portraits qu'il a fait, alors là il doit avoir 19 ans. Et il a refait ensuite pour la Monnaie de Paris une médaille que je n'ai pas montrée là. Alors, il est évidemment au début dans la tradition dans laquelle se trouvent tous les sculpteurs quand ils passent par les Beaux-Arts, c'est-à-dire qu'on travaille essentiellement le nu et portrait. Hein, ce sont les deux thématiques. Alors ici, ce qui est intéressant, c'est qu'il va faire ce buste complet de Milou Pladner, qui était, alors ça c'est intéressant parce que c'était le champion poids-plume de la boxe de l'époque, qui d'ailleurs s'est battu avec l'amant de Jean Cocteau, qui s'appelait Al Brown, qui était aussi un danseur, et qui a battu ce Al Brown. Et ce qui est très drôle, c'est que Geneviève Appert, que certains d'entre vous connaissent, a très bien connu ce Émile Platner à la fin de sa vie. C'est très drôle parce que quand je lui ai montré la photo, elle m'a dit « mais moi je l'ai connu ». Alors elle le retrouvait un peu, mais enfin évidemment c'était plus tout à fait le même homme. Et à côté, vous voyez une sculpture, alors c'est aussi dans son atelier, une sculpture qui est tout à fait dans l'esprit de ce qu'il faisait à l'époque. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il est à la fois, évidemment, pétri de la tradition classique, mais on va le voir, vous allez le voir notamment dans les sculptures suivantes,
Mayol va jouer, en ce qui le concerne, un rôle, va probablement l'inspirer beaucoup au départ, et vous allez voir de quelle manière il est pris en fait entre plusieurs, évidemment plusieurs modèles. Alors, ce que vous voyez ici, je vous le montre quand même, là, ça c'est un, mais on ne le voit pas très bien, c'est un buste qui va faire pour le paquebot Normandie. Donc en fait, dans les cabines de luxe du paquebot Normandie, il y avait des sculptures, et ce buste-là va en faire partie. Alors, il participe à ce moment-là aux différents salons qui sont importants à l'époque, le salon d'automne, le salon des Tuileries, le salon des indépendants, et il va avoir, alors je vais vous montrer juste après, la jeune fille à la pomme, là que vous voyez, qui est déjà très, très mayolien, va être achetée par le directeur du Petit Palais. Donc cette sculpture est au Petit Palais. Alors en fait, elle a été empruntée, elle est maintenant au musée des Beaux-Arts de Reims, mais c'était le premier achat en fait qu'il a eu assez rapidement à la sortie des Beaux-Arts. Alors, ce que je voulais montrer juste avant, c'est effectivement c'est un buste. Alors, le buste où on le voit posé à côté, c'est le buste qu'il fait en 1930. Également le petit, la photo du bas. Et bien sûr, il est partagé, puisque son travail à ce moment-là est essentiellement axé sur le portrait et le nu. Dans ces portraits, on voit bien qu'il a quand même, il est évidemment d'une famille de militants, il a quand même ce souci de composer d'une certaine manière sa galerie des grands hommes. Et bien sûr que Marx en fait partie. Le buste que vous voyez en haut, à gauche, est le dernier buste qu'il fera beaucoup plus tard, donc 20 ans plus tard, dans les années 50, et qui vient de rentrer au Centre Pompidou. Et malheureusement, la photo est coupée, mais c'est un buste. Alors là encore, j'y insiste, ce sont des bustes qui ne sont pas du tout des bustes hagiographiques, surtout le dernier, qui sont des bustes vraiment qui sont des portraits, et c'est vrai que quand on voit la plupart des productions qu'il y a eu concernant les bustes de Marx, qui donnent plutôt la nausée qu'autre chose, on se dit que effectivement il y avait une autre manière de représenter le philosophe. Et ces bustes ont été en fait très peu montrés, notamment le dernier. Parce que ça fait partie évidemment de son œuvre, mais ce n'était pas du tout quelque chose qu'il mettait en avant. Alors, ici, je voulais vous montrer une autre sculpture qui, alors c'est ici le baiser ou le couple, que vous avez ici le dos, qui est intéressante. Et là vous avez ici c'est le buste du paquebot Normandie dont je vous parlais tout à l'heure. Alors ce qui est intéressant, c'est que là, pour le coup, on est vraiment dans une influence de Rodin. C'est-à-dire qu'on voit bien comment il est dans l'idée de la forme qui surgit de la matière, et il n'est plus du tout dans cette figuration plus classique qu'on a pu voir dans les différents livres. Ça aussi, cette œuvre-là vient de rentrer au Centre Pompidou. Alors, il va avoir une bourse d'études en 1932 en Espagne. Il est le lauréat du Conseil supérieur des Beaux-Arts, et il va s'installer dans un endroit absolument prodigieux qui est les ateliers qui se trouvaient au 77 avenue d'Empère Rochereau, c'est-à-dire dans les jardins de l'Observatoire.
et qui était un endroit de rêve. On rentrait par un grand porche dans un lieu qui avait l'air complètement en dehors de tout. Enfin, c'était comme un endroit absolument préservé où se trouvait cet hôtel particulier qui malheureusement a été démoli, qui était la propriété de la famille Bérard, donc de Victor Bérard, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est cet helléniste qui a fait le voyage d'Ulysse au début du siècle et qui a pris des photos sur les différents lieux où on supposait qu'Ulysse avait fait escale. Et donc il y a un très très beau livre qu'on peut trouver encore, je crois, de ce voyage d'Ulysse. Et ce Victor Bérard était habité dans cet hôtel particulier et sa famille avait toute une allée d'ateliers qui étaient en fait des anciennes écuries du XVIIe, qui avaient été réinstallées en ateliers au XIXe siècle, qui étaient restés, donc vous voyez, il y a la tour de l'observatoire derrière, donc l'observatoire est au bout de l'allée, et qui étaient restés probablement en l'état, comme c'était vraiment des ateliers comme au XIXe siècle, c'est-à-dire sans eau, avec des poêles à mazout. Bon, ça c'était tout à fait le début du XXe, et donc ils avaient été transformés en ateliers de sculpteurs depuis probablement la fin du XIXe. Et mon père a eu donc 2 ateliers dans cette allée, et c'était un endroit avec énormément de charme, bien sûr. Ici, je vous montre encore un buste qu'il fait, qui est maintenant au musée de l'histoire vivante à Montreuil, qui est un buste de son père, donc c'est aussi de 1930, qui est très, très romantique aussi. Et ici, alors ça c'est un buste qu'il va faire pour le pavillon du travail en 1937, lors d'une exposition, de l'exposition universelle, et le grand a été probablement détruit, parce que très souvent les grands plâtres, une fois qu'ils avaient été montrés, il fallait laisser la place aux autres sculptures qui allaient prendre naissance dans l'atelier. Donc le grand a été détruit. Par contre, le petit est aussi au musée de l'histoire vivante de Montreuil. Mais cet aspect-là de son travail est accompagné également de toute autre chose. C'est-à-dire que, d'une part, il est dans ces 2 pratiques classiques, mais il est également en train de réfléchir à ce que pourrait être l'art dans la ville et l'art dans la cité. Et ça, c'est quelque chose qui ensuite va devenir très important pour lui. Ici, c'est un bas-relief qui malheureusement a été détruit, mais qui avait été conçu pour le pont de Champigny. Ce pont de Champigny a été démoli, donc le bas-relief aussi. Mais il est déjà en train de réfléchir sur ce que pourrait être un art pour la ville, dans la ville. Et là, on voit aussi que son expression est complètement différente, et je dirais aussi très vivante. Alors, ici, vous avez ce dont je parlais tout à l'heure. Alors, là, c'est Dina Vierny, donc le modèle de Mayol. Vous savez qu'elle a posé très jeune, à 15 ans pour Mayol, dès 1934. Et elle va poser aussi très rapidement pour d'autres sculpteurs. Donc elle a posé notamment pour mon père. C'est un marbre, et là, la photo n'est pas excellente, mais vous voyez ce travail très mayolien et très proche dans à la fois la sensualité des volumes et évidemment l'idée d'une forme qui s'installe dans un cube, qui était la grande idée aussi de Mayol. À côté, Méret Merson, qui
alors ça aussi c'est un personnage assez étonnant, peut-être certains d'entre vous la connaissent ou la connaissaient. C'était d'abord une danseuse russe, très belle, c'est un buste de 37, très classique, mais on voit que c'était quand même une très belle femme. C'était une danseuse qui dansait avec Kiki de Montparnasse, donc c'était la même génération, et qui va épouser Merson, qui était le maître en fait d'Alexandre Troneur, qui était un grand décorateur, et elle va être donc sa femme, et ensuite, sûrement vous la connaissez plutôt plus à ce titre-là, elle va être la compagne d'Henri Langlois, le fondateur de la Cinémathèque. Et si vous avez été à la Cinémathèque dans les années 70, en tout cas moi je m'en souviens, elle était devenue malheureusement elle n'avait plus l'allure de sa jeunesse, d'ailleurs elle venait voir son buste pour voir ses splendeurs passées, mais elle était très présente évidemment à la Cinémathèque avec Henri Langlois, et on peut dire que c'était un peu l'âme de ce lieu. Et ce que vous voyez en haut, c'est intéressant parce que là vous voyez que le langage est en train de se décanter, si je puis dire, ou de se simplifier énormément. C'est un Oedipe conduit par Antigone qui va être fait pendant la guerre et où là on voit que le langage est en train de changer considérablement. Avec les visages ne sont plus complètement dessinés, et on voit que les plans se simplifient évidemment et annoncent une métamorphose de son langage. Alors, je veux quand même montrer aussi les dessins. Malheureusement, j'en ai pas beaucoup d'exemples, mais j'ai pris ces deux-là. Il dessine évidemment énormément et il va continuer à avoir cette activité jusqu'à la fin. Sinon que ces dessins, c'est vrai que cette période-là, c'est essentiellement axé sur le nu, alors qu'après, les dessins vont changer complètement, et de motifs et de facture. Alors, c'est la période de la guerre, et il va y avoir un épisode qui va l'amener à quitter Paris. C'est que la police, donc il est en rapport avec Jean Paulhan et Édouard de Preux, qui sont tous les deux résistants, et il va avoir, enfin heureusement il va y échapper, mais la police française va venir pour l'arrêter en 1941. Il est déjà installé rue Visconti depuis 1935, et le concierge a une présence d'esprit extraordinaire. Quand la police arrive pour demander Longuet quel étage, le concierge répond « Longuet, ah monsieur Longuet, il vient de prendre sa bicyclette, il vient juste de partir ». Du coup, la police ne monte pas. Mon père était bien chez lui, le concierge monte le prévenir et il part à ce moment-là quelques mois à Marseille. Et c'est là qu'il va avoir une expérience intéressante avec Alexandre Tronner. Il va aider Alexandre Tronner sur le décor d'un film, il faudrait que je retrouve lequel, mais je l'ai cherché, je ne l'ai pas encore trouvé, où joue Jouvet. Et il va passer quelques mois à Marseille. Mais son atelier étant à Paris, il revient à Paris. Je le dis souvent, il y a une sorte d'inconscience dans le courage. Enfin, toujours est-il qu'il revient à Paris. Et il avait en plus son atelier à côté de celui de Paul Belmondo, qui était son camarade des Beaux-Arts. D'ailleurs, c'était quelqu'un de très sympathique. Sinon que Belmondo était très ami avec Arnaud Breker, le sculpteur de Hitler, qu'il était plutôt collaborateur, et plutôt complètement, et qu'il recevait dans son atelier, juste à côté, toute une faune, si je puis dire, qui évidemment n'était pas du tout celle que mon père voyait, puisque mon père était en rapport avec les FFI. Et
par moments, je me demande comment, mais au fond, c'est ça qui est assez extraordinaire, chacun savait à quoi s'en tenir l'un sur l'autre, et au fond, ils ont... leur amitié a survécu à ces positions, et aucun n'a... Enfin bref, mon père n'a pas été dénoncé par Belmondo, et il a traversé la guerre. Il a traversé la guerre tout en recevant l'état-major des FFI chez lui, notamment rue Visconti. Et ce qui est assez amusant, c'est que le mot de passe, c'était terre cuite. Forcément, quand on va chez un sculpteur, il fallait bien que le mot de passe soit adéquat. Alors, ensuite, c'est la libération. Il va, 44, il va faire cette libération. Alors évidemment, vous allez en voir après une autre. C'est l'époque aussi. C'est vrai que c'est une sculpture qui paraît presque très classique par rapport à ce qu'on a pu voir auparavant, notamment avec le bas-relief que je vous ai montré tout à l'heure, mais c'est aussi, il faut bien voir le contexte de la fin de la guerre, et donc il y a quelque chose de très tendu évidemment dans cette sculpture qui elle aussi va disparaître. Alors je vous la montre ici, il a fait un photomontage en vue de l'installation, elle devait être exposée immédiatement, et puis elle s'est cassée dans le transport. Donc il ne nous reste plus que cette photo, mais qui nous montre évidemment ce qui pouvait se faire à ce moment-là dans cette période. Une sculpture qui, elle, est toujours en place, elle est même maintenant à la préfecture de police, boulevard du Palais. C'est ce gisant, hommage aux résistants de la police, où là vous le voyez travailler d'abord la pierre, et puis ensuite la sculpture quasiment finie dans l'atelier de d'Enfer Rochereau. Là on voit évidemment que le style est considérablement en voie de simplification et de transformation. La voilà, juste avant d'être installée, donc elle est maintenant au boulevard du Palais, et donc c'est un granit qui est dans l'entrée de la préfecture. Donc toute cette première période que je vous montre, c'est pour vous montrer un peu, je dirais, la préhistoire, parce que c'est vrai que toute cette première période d'avant-guerre, c'était quelque chose qui était quasiment derrière un rideau dans son atelier, que mon père ne montrait plus du tout. Comme si, au fond, son démarrage, c'était la première sculpture que je vous ai montrée tout à l'heure, avec ce silex, ce couple. C'est vrai qu'il y a toute une première partie qu'on est maintenant en train de redécouvrir, et il va y avoir notamment avec cette exposition Mayol qui va ouvrir au musée d'Orsay dans quelques semaines, il va y avoir un colloque sur Mayol et la suite de Mayol, c'est-à-dire qu'on est en train de penser qu'en réalité Mayol n'est pas une fin de quelque chose, mais annonce aussi beaucoup d'éléments de la sculpture moderne de l'après-guerre. Et on m'a demandé de faire une intervention justement sur les rapports entre Longuet et Mayol, pour montrer de quelle manière il y a une continuité et ensuite peut-être une confrontation avec ces formes du début du siècle qui ont eu un tel impact sur la suite. Alors, j'arrive au deuxième personnage qui fait l'objet de cette conférence. C'est le moment de faire entrer donc notre seconde figure dans la rencontre, qui va avoir un impact indéniable. Alors c'est pas ma mère, hein, c'est son père, hein, qui va avoir un impact indéniable et accentuer probablement le tournant que va prendre l'œuvre de Longuet et que va prendre sa production. Alors le contexte familial là aussi. Elle est née le 7 avril 22, donc dans une semaine, elle aurait eu 100 ans. Et son père, alors elle c'est un tout autre milieu, son père, Émile Boisec,
élevé au collège de jésuites Saint-François-Xavier de Vannes, dans une famille de bons bourgeois qui ne parlent pas breton d'ailleurs, va être très tôt conscient de l'enjeu de la langue et de la culture bretonne, quoique lui-même ne parlant pas breton, et d'ailleurs ne l'ayant jamais appris plus tard, ce qui est assez paradoxal. Mais il est devenu un militant de cette langue et de cette culture. Alors, il est dans une fratrie nombreuse, puisqu'ils sont 10. Le 7e est jumeau, avec un frère jumeau, et ces deux jumeaux-là, c'est peut-être souvent le cas, sont complètement à part dans la fratrie. Donc autant tous les autres sont des bons bourgeois, autant lui et son frère jumeau vont être complètement à part, et vont être les seuls, au fond, à revendiquer cette langue et cette culture qui leur paraît si essentielle. Alors, comment les choses se sont faites? D'abord, en 14, il est plutôt littéraire, il va devenir poète. Il est mobilisé en Kabylie, et en Kabylie, il va découvrir finalement tout un art populaire. Il va recueillir des contes grâce à un traducteur. Il va écrire une sorte de livre manuscrit sur ses impressions et ses observations, et probablement, il avait déjà évidemment été très attentif inconsciemment à la culture bretonne, mais le fait de se retrouver en Kabylie et de découvrir des traditions populaires vont probablement l'amener à s'intéresser aussi, de retour en France, à la culture de sa terre bretonne. Alors, il passe la guerre, il contracte le paludisme, il est rapatrié en France, il est hospitalisé, et en 19, donc après la guerre, il suit son frère jumeau à Alger. Le frère était le côté aventurier un peu de la fratrie, et mon grand-père était plutôt le sensible, mais très attaché à son frère. Et il va rentrer dans l'administration militaire pour gagner sa vie, mais en réalité ça lui conviendra très mal. Il va rencontrer une jeune pianiste, ma grand-mère, qui est orpheline, sans famille, et qui elle arrive de Smyrne. Et il va l'épouser en juin 21, et ça va être aussi à partir de ce moment-là le début de son engagement militant pour le maintien et le renouveau de la langue et de la culture bretonne. Alors, ici vous voyez ma mère à 3 ans, et avec son père, et ce que vous voyez aussi tout de suite, c'est d'abord ce regard très déterminé, et donc on sent un caractère déjà très trempé, mais ce qui est intéressant aussi dans la manière dont mon grand-père a enluminé, si on peut dire, la photo, c'est que tout était pour lui prétexte à chanter sa Bretagne. Et donc on voit que, y compris dans la photo, il faut qu'il y ait des hermines. Il avait souhaité un garçon, comme souvent les hommes de cette époque, et il a en même temps adoré sa fille, mais ma mère a, jusqu'à l'âge de 5 ans, toujours prétendu, ou surtout à l'âge de 5 ans, prétendu qu'elle était en réalité un garçon et qu'elle s'appelait Gérald. Gérald, c'était le nom qui avait été prévu pour le garçon qui n'est pas né. Et il y a probablement, alors c'était sans doute pour plaire à son père, mais il y a probablement quelque chose aussi dans le choix, peut-être aussi ensuite d'un certain nombre de positions dans sa vie, quelque chose qui a été déterminé par ses débuts.
Alors, son père a joué un rôle indéniablement essentiel dans l'éveil de sa sensibilité. Il se montre, comme je vous le disais, très ouvert à l'art populaire et va transmettre à sa fille un sens aigu, je dirais, de l'expression humaine dans toutes ses formes. Elle est, dans son enfance, donc confrontée tout à la fois à des paysages maritimes, puisqu'elle est face à la mer à Alger, mais quand elle est dans le golfe du Morbihan, elle est aussi face au granit et face au calvaire breton. Donc elle est à la fois face à des matériaux rudes comme le granit, face à l'art populaire qui joue un rôle très important parce que le père collectionne les poteries, des statuettes africaines qu'il offre à sa fille quand elle a 7 ans, et puis il sculpte lui-même des coffres, des croix et toutes sortes d'objets dont elle est entourée. Tout cela évidemment va former un terreau très important pour elle, à côté des livres d'art qu'il compose, à partir de ce qu'il connaît, surtout d'ailleurs du musée des Beaux-Arts de Nantes, qu'il a beaucoup fréquenté jeune homme. Et on peut dire que l'intelligence de l'enfant va s'aiguiser en même temps que son regard, avec cette intime conviction, transmise par son père, que chacun porte en soi un univers poétique qui ne demande qu'à s'épanouir. Et elle sera toujours très convaincue du fait que chacun, au fond, mais il faut qu'on s'écoute soi-même, que chacun a en soi une puissance poétique innée. Alors cette enfance poreuse à l'art sous tous ses aspects, et non seulement l'art occidental, a une importance capitale évidemment dans l'élaboration de sa sensibilité. Et on pourrait dire que son père est son premier poète primitif, si je puis dire, d'une certaine manière. Voici ce qu'elle en dit en 2007. Je lis ces mots. Il était très inventif, peignait, sculptait des médaillons, mais aussi des panneaux en bois qu'il appelait ses armes, non par besoin de se distinguer, mais pour figurer sa foi en Dieu, il était très catholique, dans l'homme, mais il était plus mystique que traditionnaliste. Dans sa foi dans l'homme, dans sa Bretagne, convaincu de la force de cette culture primitive qu'il exaltait, il se sentait primitif. Et elle ajoute, avec quelque chose du primitivisme des calvaires bretons, à la fois précieux, recherché et primitif, pas seulement spontané, mais fort, civilisé dans l'intelligence, mais pas dans les manières, il mettait son point d'honneur à être sauvage, et ce côté-là m'avait l'air d'être le vrai ressort de l'art. Donc, ses activités principales sont le dessin, le piano, enseigné par sa mère, et surtout la lecture. Elle est claudélienne, furieusement claudélienne à 15 ans, gidienne à 18, et là, vous la voyez à 18, alors je n'ai pas besoin de vous dire où elle est, vous la reconnaissez peut-être, c'est vraiment le mouton noir, comme m'a dit Christian Chevalier qui m'a aidé à faire ce PowerPoint. Donc elle est effectivement très rebelle, et là on ne peut pas faire mieux dans cette photo de classe. Elle est, je dirais que c'est pas seulement par la blouse, mais c'est aussi par elle est un peu déhanchée, hein, elle est pas droite, comme, enfin bon, on sent qu'elle est en rébellion avec pas mal de choses, et c'est en effet à cet âge-là, à 18 ans, qu'elle va quitter, après un repas mémorable, l'appartement familial, alors que 18 ans à l'époque c'était pas la majorité, en tirant la nappe. Je ne sais pas si vous voyez la scène un peu théâtrale, elle tire la nappe du déjeuner dominical, et puis elle va partir dans une pension de famille, et ensuite elle va partager un appartement avec une actrice communiste qui sera la compagne de Roger Garaudy. Roger Garaudy à l'époque n'est pas le triste cire qu'il est devenu malheureusement à la fin de sa vie, révisionniste épouvantable, mais à l'époque c'était un communiste résistant,
Et elle avait de grandes discussions avec lui, et au fond c'est probablement avec lui et avec sa compagne, qui s'appelait Françoise Lavergne, qui est restée elle, très stalinienne, il faut dire, qu'elle a eu les premières discussions sur Marx et sur le marxisme avec eux. Alors, elle a pris des cours de modelage déjà, puisqu'elle s'est intéressée très tôt à la sculpture, donc elle a déjà un rapport en fait. Je l'ai dit parce que son père déjà faisait de la sculpture un peu naïve, un peu primitive, de bois surtout, mais elle a déjà pris des cours de modelage, adolescente, et elle va faire, donc puisqu'elle est plutôt elle est très littéraire, une hypocagne, et puis ensuite elle va faire des études d'esthétique et de psychologie à l'université d'Alger. Mais elle est déjà très intéressée par les arts premiers. Elle va collectionner à l'âge de 19 ans, notamment cet oiseau, c'est un hochet en fait, de Colombie-Britannique. Elle va aussi collectionner des masques de Colombie-Britannique trouvés à Alger, avec lesquels elle dit entrer en dialogue. Ce qui l'intéresse avant tout, en fait, dans ces objets, c'est qu'ils sont d'abord des objets symboles, selon son expression. Et en 1942, elle va faire la connaissance d'un résistant polonais qui prépare le débarquement à Alger. Elle lui donne des cours pour qu'il perde son accent. Et très rapidement, elle va rencontrer une ethnologue qui occupe l'appartement, l'atelier d'Albert Marquet, sur le port d'Alger, qui est un ami de Gide, qui est également une amie d'un proche de Gide, Frédéric Maigret, lequel est un surréaliste excommunié et résistant qui dirige à l'époque, qui va créer l'agence France-Presse à Alger. Il va rencontrer ma mère chez cette amie, Anna Kipper, et enthousiasmé à la fois par sa vivacité et sa très grande culture, parce qu'elle lit à peu près tout ce qui paraît. Elle lit à la fois beaucoup la littérature anglaise, dont elle était passionnée, mais les contemporains, donc D.H. Lawrence, Eliot, et aussi tous les poètes que publiait Edmond Charlot. Alors il faut dire qu'à Alger, il y avait une librairie extraordinaire qui s'appelait Les Vraies Richesses, qui était la librairie d'Edmond Charlot, qui était un ami de Camus, et qui va accueillir la revue de Max-Paul Fouché, qui va créer en fait une revue de résistance et très importante à Alger. Et puis les poètes résistants de la NRF vont publier très rapidement chez Edmond Charlot les textes, notamment toute la série des poètes casqués, mais Edmond Charlot va aussi traduire les premiers textes de Lorca, de Hölderlin. Enfin, c'est vraiment un endroit où la culture est très importante, et c'est là que ma mère va faire d'une certaine manière son éducation. Donc ces vraies richesses de Charlot sont un lieu décisif. C'est aussi lui le premier éditeur du Silence de la mer de Vercors, par exemple. Maigret, Frédéric Maigret l'engage au service culturel et étranger à l'AFP, et il va lui confier notamment un entretien avec Gide, puisqu'il sait qu'elle est passionnée par Gide, au moment de la mort de Mayol. Donc en 1944, elle va faire son premier texte en fait sur la sculpture. Elle se met à traduire aussi des textes sur Henry Moore, et d'un critique d'art important de l'époque qui s'appelle Herbert Reed, qu'elle rencontrera en 1945, et elle songe à ce moment-là à faire du reportage ethnographique. Elle va faire notamment un entretien avec le fondateur du Bardo, le musée de préhistoire et d'ethnographie d'Alger, qui s'appelait Maurice Régas.
Et là aussi, il y a un entretien extrêmement intéressant sur tous les objets qu'elle voit dans ce musée. Ce lien entre curiosité ethnographique et artistique n'est pas surprenant, car elle repère évidemment par un même regard, ce rapport entre ces objets de l'ethnologue et de l'amateur d'art, et évidemment c'est cette force poétique et essentielle qui l'intéresse. Alors, elle va passer l'été 45 à Londres. Alors, il faut imaginer ce qu'était Londres complètement détruit. Elle va découvrir là la sculpture de Henry Moore et de Barbara Hepworth, puis à Paris celle de Picasso et de Gonzalez, et elle va se rendre compte que c'est à Paris qu'elle veut vivre. Donc elle va se faire muter de l'AFP d'Alger à l'AFP de Paris, et elle va dire à ce moment-là qu'elle découvre, je la cite, le courant artistique auquel elle aspirait et participait sans le savoir. Donc elle s'installe rue de Bourgogne, à 2 pas du musée Rodin, suit des cours d'esthétique d'Étienne Souriau à la Sorbonne et aussi les cours de Merleau-Ponty, parce qu'elle a toujours cette curiosité évidemment philosophique, tout en continuant à travailler à l'AFP. Elle est très souvent au 9 rue Campagne Première, où habite une amie peintre. Ce 9 rue Campagne Première, dont vous avez sûrement entendu parler, parce que c'était une cité d'intellectuels et d'artistes assez extraordinaire. Elle fait là notamment la connaissance de Bernard Grothuizen, qui était très proche de Pollan et qui est à l'origine du congrès antifasciste de 1935. Et puis, elle fait, et qui était aussi très amie avec Francis Ponge, elle rencontre le peintre surréaliste dont je vais reparler tout à l'heure, Dominguez, et première coïncidence, Karl-Jean Longuet, qu'elle ne connaît pas encore, a fait en 1935 le buste de Bernard Grothuizen, justement, et a exposé avec Dominguez et Fernand Léger en 1945. Alors, la rencontre. On est en 1946, c'est le moment de la rencontre. Chacun prétendra avoir repéré l'autre dans une conférence de Sartre. On ne saura jamais qui a repéré qui. En réalité, les deux sont sans doute justes, mais ils font vraiment connaissance chez un journaliste de l'AFP, Jacques Calmy, qui a aussi été le secrétaire de Jean Longuet. Et Karl invite Simone dans son atelier et lui propose de faire son buste. Alors ça, c'est un médaillon que mon père a fait, où on voit les deux profils qu'il a fait sans doute assez rapidement. Et là, il l'invite à faire son buste, et là on voit qu'il en fait sa Néfertiti. Il y a les deux bustes différents, donc celui-là se trouve maintenant à Colmar, et l'autre où elle pose à côté de son buste et va être maintenant installée à Dijon. En 1947, elle quitte l'AFP, aidée des conseils du sculpteur qui, je la cite, lui confirme le sens du volume, de la forme, de l'essentiel, pour se consacrer définitivement à la sculpture, mais elle va commencer par faire des céramiques. Donc elle ne va pas d'abord dire qu'elle est sculpteur, mais qu'elle est céramiste. Elle continue à faire encore quelques traductions, notamment de William Blake, alors ça c'est amusant, ça nous ramène à la rue Visconti, pour le catalogue de l'exposition qu'organisent Philippe Soupeau et Jean Vannes à la galerie René Drouin. Et René Drouin, à la fin de sa vie, avait une galerie rue Visconti, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont connu, mais il était... au 5. Oh, exactement, au 5, absolument. Donc cette période d'après-guerre est une période de grande mutation et de renouveau plastique. Henri-Pierre Rocher, que vous voyez là, l'auteur de Jules et Jim, mais qui était aussi un grand ami de Brancusi, qui était un grand collectionneur et qui avait été très proche de Marie Laurencin notamment, et qui était donc évidemment très actif dans le milieu artistique pendant la guerre et après la guerre. Henri-Pierre Rocher
chez qui Simone a loué un studio, emmène le couple chez Brancusi, et c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est pour mon père la confirmation complète de son évolution, c'est-à-dire que ça le libère complètement du modèle, il va aller vers le volume primordial et ce dialogue avec le matériau si cher à Rodin et à Brancusi. Le couple se marie donc le 24 juin 1949, Henri-Pierre Rocher est le témoin de ma mère, et donc c'est pour ça qu'on le voit ici sur la photo. Il se marie, et donc il s'installe à ce moment-là dans l'atelier de Denfert Rochereau. Alors, une installation qui était un peu rude, parce que c'était un atelier, comme je vous l'ai dit, sans eau, donc c'était plein de charme, mais spartiate. Il passe l'été de leur mariage à Golfe-Juan avec Picasso et Dominguez, que vous voyez, alors vous le voyez avec une tête de... avec un masque ici, et Simone va ramener quelques pièces cuites à Valoris, puisqu'à ce moment-là, elle fait essentiellement de la terre cuite. Alors ici, c'est le tableau de Dominguez qui est son cadeau de mariage. Il a écrit « Pour mes très chers amis, les Longuet, les amoureux, tableau de mariage, Dominguez 49 ». Alors, les débuts de Simone sont assez fulgurants. Elle va très vite trouver son langage propre, et peut-être qu'au fond, le fait qu'elle soit, elle le disait, autodidacte, c'est-à-dire qu'elle commence sans être passée par l'école, va lui permettre de se trouver tout de suite dans son langage, alors qu'on le voit pour mon père, finalement le passage par l'école, mais c'est peut-être souvent le cas, a rendu, disons, la maturation plus lente. Et on peut dire qu'il se trouve véritablement à 40 ans, alors qu'elle, comme elle le disait, elle explosait déjà dès le début. Alors, elle va très vite inventer sa mythologie propre, nourrie évidemment de tout ce qu'elle a vu dans sa jeunesse, donc à la fois la fleur tropicale, la lumière d'Afrique, le rythme des calvaires bretons, mais tout ça évidemment réinventé. Elle est surtout, il faut bien le dire, rétive à toute forme académique et attentive aux signes et aux manifestations du vivant. Elle commence donc par des orans, elle appelle cette sculpture un orant, donc figure en prière, et elle dit « ce n'est pas un vase, mais une présence ». Ce que l'artiste, ce qu'elle cherchera en fait dans toute son œuvre et ce vers quoi elle reviendra jusque dans sa dernière figure. Alors c'est amusant parce que la dernière sculpture qu'elle a faite à 90 ans, qui n'était pas très haute parce qu'elle n'avait plus la force de prendre beaucoup de terre, c'est absolument la même structure, sinon que cette structure d'orant, elle-là, je passe un peu vite, elle l'a couronnée avec la couronne que vous voyez au haut de ce totem. C'est-à-dire que c'est comme si la boucle était bouclée et qu'elle termine par la première sculpture en la couronnant. Enfin, tout ça est sûrement inconscient, mais en même temps, c'est très touchant. En 52, oui, il y a une exposition qui a probablement eu autant d'importance que l'art africain pour le début du siècle, et notamment pour Picasso, c'est l'art mexicain, qui va être présenté pour la première fois au Musée d'Art Moderne et qui va avoir un impact énorme sur les artistes de l'époque, et notamment sur ma mère, et on va le voir plus loin. Donc le couple s'installe à ce moment-là rue Visconti, et ma mère va avoir pour la première fois un atelier à elle, puisque jusque-là, elle partageait évidemment l'atelier avec mon père à Denfert Rochereau. C'est aussi l'année de sa première exposition, Objets et fleurs sauvages à la galerie May, rue Bonaparte, donc pas très loin d'ici, qui participe à la fois de cette inspiration africaine, mais déjà dans une invention d'un vocabulaire très formel, très affirmé, objets sauvages, fleurs carnivores, dualité que vous voyez ici. Alors ici, ce sont des photos qui ont été prises
au musée des Beaux-Arts de Lyon. Et donc vous voyez derrière c'est Picasso et la mise en regard, évidemment c'est des pièces de la même époque, est intéressante. Alors cette dualité que vous voyez ici, c'est vraiment pas un couple comme on l'a vu tout à l'heure dans sa sensualité et dans sa tendresse, c'est plutôt une confrontation ce sont des terres cuites, chamottées, noires et mates qui accentuent évidemment le caractère volontairement brut qu'elle recherchait dans ses pièces. Son style est plutôt en angle qu'en rondeur, comme vous le voyez, avec des surfaces crénelées, des piquants, tout en élancement. Sur le livre d'or, le soir du vernissage, on peut lire les noms de Dominguez, bien sûr, mais aussi des sculpteurs César, Stali, Giglioli, Zadkine, Tristan Tzara, Yves Klein, qui était le fils d'un couple ami très proche, Fred Klein et Maria Menton, qui était un très bon peintre dont ils ont d'ailleurs fait collectionner plusieurs toiles, le poète et critique Michel Sefort, et même le Minotaure de rue des Beaux-Arts, la librairie surréaliste qui venait d'ouvrir en 1948. Donc dès ses débuts, le tempérament de l'artiste s'affirme avec force dans sa singularité rugueuse, comme je le disais. C'est ce que ne manque pas de relever le critique de combat en 1959, qui pour le Salon de Mai écrit « La salle de sculpture est tout aussi futuriste, on y remarque la ville resserrée et verticale de Simone Boisec, dont les toits s'élèvent comme des fers de lance. » Alors, là, c'est la forêt que vous voyez, ici c'est l'arbre, sont des sculptures qui sont en terre cuite. Effectivement, il y a quelque chose de très aigu. Je vais vous montrer, alors ici vous avez l'homme cactus, qui est aussi tout un programme, c'est-à-dire que voilà comment elle représente le corps. Elle a dit longtemps que le corps ne l'intéressait pas et que si elle représentait le corps, c'était comme ça, donc c'est effectivement très inventé, le totem. Ici, alors ces œuvres, oui, je ne l'ai pas dit, sont celle-là est au Centre Pompidou et celle-là est au Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris. Et ces deux-là sont au Centre Pompidou aussi. Donc vous avez d'un côté le faune, qui là aussi correspond tout à fait à ce qu'on a dit tout à l'heure, surface crénelée, piquant et lancement. Et puis ce soleil Césaire en terre cuite, pour lequel Germaine Richier était venue la féliciter quand elle l'a exposé. Alors c'était 2 années après la première exposition à la Galerie Jeanne Bucher en 1954. Ce qu'on retrouve en tout cas très nettement, c'est ce rythme de croix, ce que je vous ai montré tout à l'heure, ce rythme de croix qu'on voit aussi ici, plus complexe dans la forêt que dans l'arbre, mais qui va annoncer les villes qui vont suivre. Et ce qu'elle disait de cette première époque dite sauvage, c'est « je n'essayais pas de me définir, j'explosais ». Donc effectivement, c'est un peu l'impression qu'on a. Ce qui frappe en effet Germaine Richier quand elle va venir la féliciter. Et Étienne Martin, le sculpteur Étienne Martin, va l'inviter également à exposer avec lui. Alors là, je vais un peu vite. Je voulais simplement vous montrer tout cet univers-là. Vous voyez à quel point il est vraiment très loin de l'univers de mon père, et de quelle manière ces œuvres ont dû chahuter d'une certaine manière une œuvre qui était vraiment dans un autre registre, chahuter pas dans un mauvais sens, hein, dans un bon sens, mais je pense qu'il y a eu effectivement une sorte de rencontre qui a dû être pour mon père très nouvelle. Alors il est effectivement en pleine transformation. Il alterne la taille directe à laquelle il a été formé, puisque la formation des sculpteurs, c'était autant le modelage que la taille, donc il travaille la pierre, l'onyx, le marbre, le bois, le plomb martelé et soudé, et il modèle, et il alterne également le bas-relief et la ronde-bosse.
Ici, c'est un buste, malheureusement la photo est très mal prise parce qu'elle est prise par en dessous, donc le buste est quand même, enfin bon c'est dommage, mais j'avais pas d'autres photos à vous montrer là. C'est le dernier buste qui a été fait de Paul Éluard, qui est venu poser donc dans son atelier, mais vous voyez à quel point il est en train de... Il est encore du côté du portrait, mais il est déjà dans des recherches qui sont évidemment très, très différentes. Jean Cassou, donc j'en ai parlé déjà tout à l'heure, qui est le directeur du musée d'art moderne, va faire l'acquisition de 2 sculptures, donc du grand couple qui correspond au couple qu'on a vu tout à l'heure, et de cette femme assise, ici, qui est en granit, et où là on voit le chemin, donc c'est 15 ans après la femme, vous vous souvenez d'Ina en marbre qu'on a vu tout à l'heure. Vous voyez le chemin qui a été fait, il n'y a plus de visage, la tête est comme un volume qui rééquilibre l'ensemble de la sculpture, et on est déjà évidemment dans un langage qui est complètement nouveau. Alors, il y a 3 salons dont il faut que je parle qui jouent un rôle important dans les métamorphoses de l'art de cette après-guerre. Il y a le salon de mai qui se crée, tout ça se passe d'ailleurs souvent très près d'ici. Le salon de mai est créé en 1943, rue Dauphine, avec des artistes allant du surréalisme à l'abstraction, tous opposés au nazisme et à sa condamnation de l'art dégénéré. Henri-Georges Adam, qui fera inviter Simone Boisec au Salon de Mai, en est un des fondateurs. Le deuxième salon important, c'est le Salon des réalités nouvelles, qui existe depuis 1946, et qui se donne, lui, pour objectif la promotion de l'art concret, art non figuratif ou art abstrait. Et là, il expose Jean Arp, Sonia Delaunay, Soulage, et tous les artistes de la galerie Jeanne Bucher, où Simone va exposer en 1954. Il se tient en général au musée d'art moderne, au parc floral de Vincennes ou au musée du Luxembourg. Et puis il y a un troisième salon qui est aussi très important, c'est le salon de la jeune sculpture, en novembre 1948, qui présente, alors lui, les nouvelles tendances, l'art non figuratif, mais non exclusivement, puisque par exemple Germaine Richier y expose aussi. Donc c'est un salon qui est plus ouvert à plusieurs types d'expressions, et les expositions se font au musée d'art moderne de la ville de Paris ou au musée Rodin. À partir de cette époque, ils y exposent tous les deux et font partie de ce qu'on pourrait appeler la seconde école de Paris dans les années 50. Ici, ce que vous voyez, ce que Michel Tapier a appelé, donc était un critique important de l'époque, sculpture d'un temps autre, qui repose au fond les questions du rapport entre figuration et abstraction. Alors là, vous voyez 4 sculptures, 4 œuvres de Longuet. Donc en haut, ici, c'est un bas-relief de 1953 qui s'appelle l'Opéra de Pékin et qui l'a fait après. Donc mes parents étaient comme très souvent les sculpteurs, passionnés par la danse. Et quand l'Opéra de Pékin est venu pour la première fois à Paris, mon père a été très impressionné par ces costumes, je ne sais pas si vous voyez, ces costumes de l'Opéra de Pékin qui sont très architecturés, comme des espèces de carapaces, qui lui a donné l'idée de ces 2 figures, mais c'est aussi une œuvre très intéressante parce qu'en réalité, on voit qu'il a commencé à réfléchir à un vocabulaire particulier qui ensuite va se développer dans ces sculptures plus abstraites. Autrement dit, c'est vraiment une œuvre de transition où on voit bien 2 figures, mais où déjà des éléments quasi abstraits vont ensuite se développer dans ces sculptures d'architecture. À côté, ici, vous avez, alors ça c'est vraiment intéressant, ça s'appelle L'Homme. Elle est à Nancy maintenant, c'est une sculpture en plomb martelé et soudé. Et c'est une sculpture où on voit que c'est un hommage au penseur de Rodin, mais revisité après la visite de Brancusi. Donc c'est évidemment un penseur de Rodin complètement revu
sous un nouveau regard. En dessous, vous avez un jeune homme endormi, où là aussi le volume est extrêmement simplifié. Et puis ici, un hommage à la musique qui est intéressant parce que c'est presque abstrait. C'est de 58, hein, là je ne vous ai pas donné les dates, 53, 52, 51 et là 58. C'est à la fois abstrait et en même temps on pourrait dire qu'ici c'est presque peut-être une tête ou une crosse de violon et en même temps il y a quelque chose dans cette montée comme ça un peu contrapuntique qui donne bien cette idée de musicalité. Souvent qualifiée de non figurative, la figure n'est pourtant jamais loin. Alors, je m'aperçois que je vais peut-être accélérer un tout petit peu. Ici, je voulais simplement vous montrer, je ne vais pas tout commenter, mais cette victoire, elle est quand même très différente de la victoire que vous avez vue tout à l'heure. Enfin, c'était la libération, là maintenant c'est une victoire. Ici, on voit une figure, évidemment, il faut arriver à lire l'œuvre. On voit une sorte de figure qui est sous ses ailes, et en même temps, c'est très inventé évidemment, donc on peut y voir une figure et en même temps on y voit essentiellement un rythme. Celle-ci, elle est au musée Balzac à Paris, on peut la voir dans la salle de la Comédie Humaine. Ça n'est évidemment pas le portrait de Balzac, comment faire un portrait de Balzac après celui de Rodin, c'est l'idée que mon père se faisait de la Comédie Humaine, parce que Balzac disait lui-même que la comédie humaine était une architecture. Autrement dit, c'est vraiment sa représentation de la comédie humaine avec ses scènes de la vie de province, ses scènes de la vie parisienne, une architecture. Alors là, il faudrait que je puisse tourner autour de la sculpture, mais là, je ne peux pas le faire. Il y a un petit motif à un endroit qui, au départ, quand on suit les esquisses, était un personnage qui enserre la structure de l'architecture et qui est devenu finalement, dans la sculpture finale, un motif complètement intégré et abstrait. Et ici, je vous montre simplement pour vous montrer le processus qui est en train de se faire dans la transformation de son œuvre. Cette sculpture s'appelle l'Arbre aux enfants, et si vous regardez attentivement, vous voyez ici un personnage qui finit par être complètement englobé dans les branches ou les éléments qui pourraient être des branches de cette sculpture. Les éléments figuratifs finissent par se fondre finalement dans un rythme de la sculpture. Et puis ici, ce grand bois qui maintenant est à Dijon, c'est une sculpture, alors là pour le coup, comme un grand hôtel qui est complètement abstraite. Alors, je disais que souvent qualifiée de non figurative, la figure n'est quand même pas loin. Et souvent, les sculptures ont des titres, soit soleil, soit arbre, tour, forum, citadelle. Là, c'est une tour, par exemple, qui est à Massy-Vilgenis. Ça, ce sont des tours aussi qui sont à Créteil, c'est sur la place Montmélie. Et donc, là, vous voyez... évidemment un langage qui est en train de se développer. C'est ce qui correspond aussi au travail qui va devenir le travail principal des années 60 pour les deux d'ailleurs, de collaboration avec des architectes dans le cadre du 1%. C'est un dialogue qui va être ininterrompu jusqu'à sa mort. Pour ce qui concerne mon père, il va travailler avec toute une série d'architectes, notamment Novarina, Blanchot, le frère de l'écrivain Maurice Blanchot, et je pourrais en citer d'autres, Vago, Stoscope, De Mailly, mais je voudrais surtout citer ce que René Blanchot, avec lequel il était très lié, avec lequel il a fait plusieurs projets, comment il définissait le style de Longuet. Il parle d'une sculpte architecture qui ajoute sa dimension vivante et humaine à l'œuvre de l'architecte. Je le cite, « En attendant ce 100% de la sculpte architecture, il nous faut vivre à l'ère du 1%. Il me plaira beaucoup d'aller voir de temps à autre ces œuvres et d'assister à cette métamorphose d'un bloc grossier en quelque chose où sera enfermée une pensée qui s'éclaire sans l'aide des mots. Heureux métier que le vôtre. »
C'est une lettre de 59. Alors, il travaille également le bas-relief, donc ça c'est à l'université de Toulouse, en briques, le matériau de la région. En haut, ici, vous avez un bas-relief qui a été édité par la Monnaie de Paris, pour lequel il a fait beaucoup de bas-reliefs également. Et j'en arrive à un élément qui est important, c'est son rapport, évidemment, à l'histoire et à l'engagement politique. Donc vous l'avez vu, il y a une première partie, je dirais, dans la première partie de sa vie, sa manière de rendre hommage à sa galerie des grands hommes, si je puis dire, c'est de faire leur buste. Alors que dans la deuxième partie de son œuvre, ce ne sont plus des portraits, mais ce sont des hommages quasi abstraits. Et ici, vous en avez deux exemples. Le bois, ici, que vous voyez, est un hommage à la Commune de Paris. Ce bois s'appelle La Nuit ou La Commune. Il y en a une pierre qui est maintenant au musée de Roubaix, au musée de la Piscine, à l'entrée du musée. Et à côté, c'est un hommage à Allende, que l'écrivain Vercors était venu voir dans son atelier et il avait écrit donc, ces mots que vous pouvez lire, je pense, à propos de cette sculpture qui l'avait beaucoup impressionné. Elle est maintenant dans un jardin qui s'appelle Léonard de Vinci à Châtenay-Malabry et un autre exemplaire vient de rentrer aussi au musée des Beaux-Arts de Dijon. Le couple est également engagé dans des actions contre les guerres coloniales, notamment en Algérie avec Maurice et René Blanchot en 1961, plus tard au moment de la guerre du Vietnam. Et ici, vous avez un arbre de ma mère qu'elle a fait pour une affiche de 68, parce qu'en 68, il y a eu toute une série d'actions à Paris avec le peintre Jean Hélion, et ils ont participé à une réflexion sur l'art dans la cité, ce qui était évidemment pour eux quelque chose d'essentiel. Parce que c'est vrai, peut-être quelque chose qu'il faut que je précise, ils étaient très sensibles au fait que le regard de chacun peut se développer à partir du moment où il y a une proximité avec les œuvres d'art, et ils étaient dans l'idée que l'art n'est pas seulement fait pour être dans les galeries ou dans les collections de quelques privilégiés, mais qu'il fallait qu'il soit présent aussi dans la ville et qu'il exerce au fond une sorte de rôle éducateur pour tous. Alors, là maintenant, je reviens vers l'œuvre de ma mère. Donc ici, il y a une équipe de Elle qui est venue dans son atelier de la rue Visconti. On voit qu'il était déjà très plein. À la fin des années 50, correspond en fait pour elle aussi le début de son expérience avec les architectes. Et elle va commencer à réfléchir à des architectures, pas seulement dans des collaborations, mais aussi en tant que telle. Et elle va faire notamment cette citadelle qui, pour elle, était une des sculptures à laquelle elle tenait le plus. Elle est maintenant, ce plâtre est au musée des Beaux-Arts de Nancy et elle avait toujours rêvé de la faire en grand et ça ne s'est pas fait. Mais enfin, c'est déjà une très grande pièce quand même qui doit faire à peu près 1,60 m. Cette citadelle inaugure donc une réflexion sur l'espace et la série des villes. Et elle va réaliser en 1976 un ensemble sculpté qui s'appelle le Forum à Provins. Et là, je vais lire ce qu'elle en dit. Créer un espace rythmé par ma propre sculpture dans lequel j'imagine une vie collective qui intervient dans un cercle isolateur. Je reste toujours centrée sur la communication dans un espace protégé. Autrement dit, elle imaginait toujours un lieu séparé pour une communication idéale. En tout cas, c'était
sa recherche. Ces propos de l'artiste annoncent les ponts qui se font déjà entre cette période de recherche d'un espace idéal et celle qui sera suivie et celle qui suivra 20 ans plus tard avec les mausolées de voyage, que je vous montre là, qui s'inscrivent dans la continuité des vanités qu'elle va faire après la mort de mon père. Et ces mausolées de voyage se succèdent en fait de 92 à 98. Et ce qui est intéressant, c'est que le traitement des surfaces, que vous voyez ici, un peu usé, creusé, ce traitement des surfaces est évidemment très différent des surfaces de ces architectures de la période des années 60, qui étaient très nettes, très lissées pour préparer idéalement la taille de la pierre qu'elle privilégiait pour les réalisations en grand. À l'inverse, ici, ces sculptures subissent une sorte de travail d'usure, d'érosion subtile, d'irrégularité savante. Et elle dit à propos de ces mausolées de voyage, je la lis, c'est une lettre à Charles Julier qui a écrit sur elle. « Mon scepticisme acquis et devenu ordinaire m'a fait ajouter 2 voyages au terme de mausolée. J'ai voulu tempérer d'humour mes élans vers l'éternité et indiquer que le mausolée n'était que l'illusion d'une pérennité qui n'a cours ni dans la vie, ni dans le temps. » Ainsi, alors là je vais montrer son atelier. Donc ça c'est son atelier. Les étapes et les séries de soleil, de dualité, de figures, de vanité, de ville, de mausolée se répondent-elles sans arrêt. Alors ici vous voyez un certain nombre de sculptures que vous avez déjà repérées, mais il y a le veilleur ici qui est vous l'avez en petit ici et en grand. Elle est maintenant à Dunkerque et il y aura un autre exemplaire à Dijon. À Dijon, je vais en dire 2 mots parce qu'il va se passer quelque chose d'assez important. Elle est revenue très souvent sur des sculptures anciennes. Par exemple, elle a repris ce soleil que vous avez vu tout à l'heure, ce soleil Césaire, 50 ans plus tard, en faisant un soleil nocturne et en travaillant simplement la surface, mais en gardant la même structure. Et cette recherche d'une forme qui agit sur l'esprit et d'un esprit qui s'incarne dans une forme va être celle au fond de toute une vie, alors qu'elle définit sa sculpture, je la cite, comme un désir d'espace, de forme et de vie, ne séparant jamais sa démarche plastique de ce qui est à l'origine de ces formes qui surgissent, un certain état. Alors, je vais vous remontrer, ça c'est son atelier, ça c'est l'atelier de mon père, Adam Ferrochereau. Vous voyez qu'il était très plein et que les sculptures étaient très proches et dans tous les matériaux, évidemment, mais là on le voit moins. Ce que je voudrais simplement dire pour finir, c'est que ça a été bon, très rapidement, mais à partir de quelques photos, j'ai voulu vous montrer comment cette traversée au fond de la sculpture a touché à énormément d'aspects différents et comment 2 mondes finalement ont pu cohabiter et en même temps se développer chacun dans sa singularité. Et puis je termine donc avec, là vous voyez un certain nombre, donc ces 2 publications qui correspondent donc au parcours ici des 2 artistes et puis comment moi j'ai hérité de ces œuvres et comment ce que ça veut dire aussi d'être fille de sculpteur. Et puis ici c'est un livre qui a apparu il y a déjà 2 ans et qui est intéressant, c'est un tout petit livre
qui reprend en fait les paroles, c'est le principe de cette collection de Gilles Fage, les paroles de l'artiste à côté des œuvres dont il est question. Voilà, je vous remercie et j'espère ne pas avoir été trop longue. Si vous avez des questions, bien sûr. Vous savez que Anne, elle vit dans l'atelier. Hein. Oui, oui, absolument. Du milieu de sculpture. Simplement, moi, ce que je voulais vous dire, c'est que toute l'histoire que vous avez racontée avant par rapport à leur démarche, par rapport à la Bretagne, je voudrais dire que moi, j'ai rencontré ce monsieur quand j'étais en Bretagne. Il était dans un coin qui était pas du tout dans le Morbihan. Il s'était fait un petit coin parce qu'il était connu, si vous voulez. On me disait va voir, tu verras, c'est un drôle de type. Il est descendant de Karl Marx, vous voyez tout de suite. Enfin, il y avait un mélange, si vous voulez, et il était vers le port de Térénèse. Ah, mais c'est un cousin. Ah. Je ne l'ai pas connu, moi. Alors, vous voyez, donc c'est vrai cette histoire. histoire. Alors, c'était un drôle de type, parlez-moi. Ah oui. Je ne l'ai pas connu. Bah, écoutez, moi... C'est un cousin de mon père. Ah, c'est un cousin de votre père. Oui. Et alors, c'était très, très étonnant, parce que ce monsieur restait toujours solitaire. Il était toujours dans son coin. Il avait choisi il peignait, il faisait beaucoup de peinture. Il faisait aussi beaucoup de sculpture. Et moi, j'étais assez jeune, et j'avais réussi à me faufiler pour voir ce qu'il faisait. Parce qu'il était assez accueillant. Il était plutôt... Et quand vous avez parlé de la Bretagne, d'un seul coup, j'ai revu l'image de cet homme qui finalement vivait de rien. Enfin, ah oui, mais il vendait finalement. Il arrivait quand même à vendre ses œuvres. Mais surtout, c'est tout ce que vous avez dit, vous savez, le rapport avec ce que moi j'ai senti quand je l'ai rencontré, ce monsieur. Parce que c'était la vedette, enfin, c'était la star du port de Térénèse, vous voyez. Ah oui, vraiment, c'était... et là, c'est très curieux, parce que alors, tout votre itinéraire, parce que moi, ma mère m'a beaucoup parlé de choses, si vous voulez, de la guerre et tout ça. Moi, j'ai pas, bien sûr. Et en même temps, quand vous avez parlé de tous les hommes politiques qui ont entouré votre famille, enfin, quelque part, par exemple, et moi, d'un seul coup, j'avais des images qui me revenaient de maman, qui m'en avait parlé aussi. De la même façon, si vous voulez. Bon, que ce soit les hommes politiques, les Manceau, enfin, tous ceux qui ont fait la France, finalement, après la guerre, quoi, ou pendant la guerre. Et moi, pour moi, c'est très... D'un seul coup, je voyageais, quoi. Je vous remercie de m'avoir Merci à vous, oui, de m'avoir fait voyager. Et puis mon histoire, donc j'ai rencontré M. Édouard, parce que l'atelier, moi je l'ai connu. J'étais très jeune étudiante, je n'avais pas beaucoup de ronds, et il y avait eu une demande d'une jeune fille pour faire la lecture de poèmes d'un certain Boissec. Oui, et ça c'est mon grand-père. Votre grand-père. Oui. Et je suis restée 1 an avec lui. Avec mon grand-père? Oui, je suis restée 1 an à lui faire la lecture 1 fois par semaine. Parce qu'il ne voyait plus. Eh bien, bien sûr, il était devenu aveugle. Voilà. Il est devenu aveugle. Oh, ben, écoutez, vous allez me donner vos coordonnées, je vais venir vous interviewer. Non, mais vous savez, c'est étrange parce qu'il avait effectivement des... Oui, vous alliez rue de Vaugirard. Oui, non, c'est pas ça, c'est que j'avais besoin, je n'avais pas beaucoup de sous, et je faisais des études de lettres à ce moment-là. Oui. Et j'ai vu, il y avait une demande sur les, vous savez, les panneaux qu'il y a à l'université. Cherche jeune fille capable de lire des poèmes. Alors je me suis dit, tiens, ça c'est pour moi, alors bon, je vais me présenter, on ne sait jamais. Et il avait une femme qui était une grande beauté. C'était une très vieille dame, mais alors avec un charme, la grand-mère, oui, un charme, une grâce. Et ça m'est resté, ça. Et elle m'a dit, écoutez, il va vous écouter, parce que c'est par la voix qu'il va vous choisir. Donc je vais vous donner certains de ses poèmes, et vous allez les lire. On va voir comment il réagit, parce qu'il est très dur. Alors peut-être qu'il va vous foutre dehors. Bon, ça se pourrait. C'était pas son genre.
Ouais. Non, mais ce que je veux dire, peut-être il va vous dire non, parce qu'il avait entendu d'autres personnes, si vous voulez, que moi. Et je ne sais pas, j'ai commencé à lire ses poèmes, dont il m'a offert un livre. Donc j'ai un livre, des poèmes. Voilà, oui c'est ça, qui m'a offert. Voilà, et c'est pour ça que j'ai commencé, et je lisais ses poèmes. Et sa femme était ravie que je vienne, était ravie que je vienne pour lui lire, parce qu'il attendait ma voix. C'est ce qu'elle m'avait expliqué. C'est super. Oui, c'est une belle histoire. C'est très beau. Oui. Et puis alors, j'ai donc rencontré votre maman, j'ai vu son atelier, il m'a emmenée une fois, et alors il m'a dit, vous savez, il ne faut pas regarder les livres de Karl Marx. Hein. Ah oui, parce que lui, il était plutôt monarchiste. Non, mais je vous dis ça parce que c'était une réflexion amusante. Enfin, vous savez, ça m'a frappée, quoi, parce que j'étais pas assez documentée sur plein de choses. J'étais trop jeune, quoi, si vous voulez, même dans comment vous dire, dans mon regard sur la politique. Je m'emballais sur des trucs, mais je n'étais pas structurée du tout. Et alors bon, Karl Marx, pour moi, ça représentait quelque chose. Hein, surtout que la phrase de Karl Marx, pour moi, ça veut dire oui, les Français sont des imbéciles et mes filles n'épousent que des Français. Ah oui, ça c'est vrai qu'il a beaucoup souffert. Il a beaucoup souffert de ça. Bon. Et cette phrase-là m'est restée. D'autant que mon grand-père avait connu Jules Vallès, qui lui a été exilé à Londres. Et oui, et ils se sont rencontrés avec Karl Marx là-bas à Londres. Ça, c'est ma famille qui m'a raconté. Non, mais mon histoire avec il faut que vous faites la prochaine conférence. Ah, non. Non, mais ça me bouleverse quelque part. Mais vous savez ce qui est très touchant dans ce que vous me dites, enfin d'abord je serais très heureuse de pouvoir échanger avec vous aussi, peut-être après, mais c'est que mon grand-père, ma grand-mère qui était charmante, il avait beaucoup de mal à supporter que mon grand-père devienne aveugle, donc on ne pouvait pas s'en occuper longtemps, puis elle avait des moments de dépression. Du coup on prenait mon grand-père habitait chez nous rue Visconti. Et il est mort ici. Ah, il est mort. Et il passait des mois. Et c'est là où j'allais, moi, rue Visconti. Voilà. Donc vous avez dû, c'est comme ça que vous avez dû venir. C'est comme ça que j'ai rencontré j'ai rencontré une partie de votre famille. Mais il m'a dit, il y a un sculpteur et tout ça. Alors c'était très mystérieux pour moi. Et alors, et moi je venais pratiquement une fois par semaine. J'avais mon heure. Et moi je faisais, à ce moment-là, je faisais Hippocagne, vous voyez, je faisais des lettres. Et alors, il m'avait dit, vous faites des lettres? Je dis oui, je fais des lettres. Et il m'a donné un livre, que j'ai toujours d'ailleurs, et qui m'a dédicacé. Vous voyez, voilà. C'est joli d'ailleurs. Moi aussi, je suis bavard. Je ne voudrais pas louper mon métro. Mais je serais ravie de poursuivre en tout cas. Merci beaucoup. Moi, ça m'a beaucoup touchée. Parce que d'un seul coup, je reviens en arrière. Ah, merci. Avec un grand plaisir. Merci à vous. En tout cas, merci à toi. Merci en tout cas. Vraiment Dans la mémoire.